Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, nous allons explorer une méthode innovante et vitale pour les soins néonataux, la méthode kangourou. Cette technique révolutionnaire de prise en charge des nouveau-nés prématurés et de petits poids de naissance a démontré des bénéfices incroyables sur la santé et le développement des bébés. La méthode kangourou est même recommandée en première intention pour ces petits patients par l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, elle reste sous-utilisée dans de nombreux pays, y compris la France. Pour approfondir ce sujet passionnant, traité dans l'excellente revue du praticien, version médecine générale en mai 2024, j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Nathalie Sherpak. Elle est pédiatre et cofondatrice de la Fondation Kangourou en Colombie. Notre consoeur a été à la pointe de la recherche sur la méthode kangourou depuis des décennies et a joué un rôle crucial dans sa diffusion internationale. Elle partagera avec nous les principes de cette méthode, les résultats des nombreuses études qui ont prouvé son efficacité, et nous verrons surtout avec elle comment l'employer au cabinet de médecine générale pour prendre soin de nos patients nouveau-nés. Bonjour Nathalie Sherpak. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Écoutez, ça me fait plaisir. Vous êtes actuellement en Colombie, je crois, et vous allez pouvoir répondre peut-être à ma première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la méthode kangourou et quelle est son histoire brièvement ? Écoutez, la méthode kangourou, c'est une méthode de soins pour l'enfant prématuré ou de petit poids de naissance qui a été effectivement inventée en Colombie en 1978 par un professeur de pédiatrie qui s'appelait Edgar Rey, dans une énorme maternité, 30 000 accouchements par an. Donc, si vous voulez, là, c'est pas une histoire d'avoir des incubateurs, il y en a jamais assez. Donc, il y avait plusieurs enfants dans chaque incubateur, des taux d'infection de mortalité terribles. Et effectivement, il a inventé ce qu'on appelle la méthode Merkangourou. Alors, les gens lui mettent, je vais vous expliquer pourquoi, lui mettent plein de noms. La méthode Merkangourou, elle a 3 composants. Depuis toujours, depuis sa création. Un, c'est la position kangourou. La position kangourou, c'est le contact peau à peau direct sur le thorax de la maman en position verticale avec un soutien avec une bande de lycra pour que l'enfant ne se déplace pas. Ensuite, vous avez la nutrition kangourou. Et ça a été révolutionnaire en son temps. C'est l'alimentation maternelle du prématuré. Mais je peux vous dire que c'est plus difficile que la position. Et le 3e composant, c'est la sortie précoce à la maison en position kangourou, c'est-à-dire d'un enfant qui ne régule pas sa température avec un suivi très strict dans ce qu'on appelle des programmes mère kangourou. Donc vous avez les 3 composants. Dans le monde entier, beaucoup de gens sont venus voir de Suède, d'Angleterre, des États-Unis pour visiter. Ils avaient entendu parler de la méthode kangourou et effectivement, ils ont exporté ce qui s'appelle le kangourou care ou la position kangourou ou le pot à pot. Il y a des milliers de noms. Alors, en France, c'est plus le pot à pot. Mais c'est pas le pot à pot, il se fait pas dans le dos, c'est la position kangourou. D'autres pays comme la Suède appliquent les trois composants depuis plus de 20 ans. Et il y a d'autres pays, c'est très utilisé, mais plus dans les hôpitaux comme option le pot à pot. Donc, si je comprends bien, cette fameuse méthode kangourou, elle s'applique aux prématurés ou aux nouveau-nés avec des petits poids de naissance et elle permet de remplacer les soins traditionnels en couveuse, c'est ça ? Alors écoutez, non. Alors oui et non. Vous voyez que vous me mettez dans une position difficile. Alors, d'abord, je veux juste rajouter avant que la Fondation Kangourou, on l'a créée en 1994. Moi, j'ai validé mon diplôme de pédiatre dans le programme Kangourou. J'ai été obligée de faire 1 an pour l'État colombien.
Et j'ai découvert une méthode très intéressante, mais en même temps complètement empirique. Donc, c'est là où on a créé la fondation pour commencer à faire de la recherche rigoureuse et on n'a pas arrêté. C'est-à-dire qu'on continue. C'est une méthode très merveilleuse. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, donc, ça ne remplace pas la néonatologie. Ça doit être une routine, mais les derniers résultats de recherche montrent que ça peut aller depuis la naissance et beaucoup plus loin. Donc, si vous voulez, la méthode kangourou, un prématuré de moins de 37 semaines ou un petit poids de naissance de moins de 2500 grammes, ce sont des enfants qu'on appelle de haut risque simplement parce que c'est pas normal de naître prématuré ni de naître petit poids de naissance. Donc, ce sont les candidats pour la méthode kangourou. Si vous parlez avec les pédiatres et néonatologistes, ils sont toujours fascinés par le 400 grammes. Si le tout petit, le tout fragile, le plus immature. Mais c'est une erreur parce que les prématurés, c'est une pyramide comme ça. Vous avez beaucoup de 34 semaines, 35 semaines, 36 semaines. Et ils sont tous prématurés. Parce qu'on doit naître à 9 mois de grossesse, à 40 semaines, et avec un poids supérieur à 2500 grammes. Donc, je veux être très clair que eux sont les candidats. Beaucoup d'entre eux ne vont pas être hospitalisés et effectivement, ils vont sortir directement à la maison sans kangourou. En Colombie, ils ont du kangourou. L'accès en Colombie est à peu près 65%, 40 000 enfants par an. Bogota, c'est 8 millions, 100% d'accès à un programme kangourou. Mais dans beaucoup de pays, c'est malheureusement pas comme ça, mais c'est mon but, c'est arriver à obtenir ça parce que c'est quand même le mieux pour les enfants. Donc, quand vous avez un bébé prématuré dans une unité néonatale, vous le mettez en incubateur. Pourquoi? Parce qu'il ne régule pas sa température. Hein, en plus d'avoir des problèmes pour être né prématuré, il peut être infecté, avoir des problèmes respiratoires pour sa prématurité, etc. Donc, mais entre autres, l'hypothermie, c'est dans le monde ce qui tue les prématurés. Donc, si vous voulez, vous le mettez dans un incubateur, vous lui donnez des soins, etc. L'OMS a fait des études sur ce qu'on appelle le kangourou immédiat. Et nous, on a des résultats sur la croissance cérébrale où on montre que chaque jour de kangourou permet une meilleure croissance cérébrale. Donc la conclusion, évidemment, ça a été ce qui est publié, c'est-à-dire que dès que l'enfant naît, on devrait le mettre sur la peau de sa mère, même si c'est une césarienne, sur la peau de sa mère, vous lui mettez le support respiratoire, tout ce dont vous avez besoin et vous ne les séparez plus. 0 séparation jusqu'à l'unité. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est ce que font les pays nordiques, certains centres espagnols, mais pas en France. Hein? Voilà. Donc, c'est comme ça, mais ça viendra, ça viendra. Et dites-moi, concernant la position kangourou, est-ce qu'il faut un matériel particulier? Et est-ce que ça diffère du pot à pot que l'on peut connaître en France notamment, qui est recommandé dans les maternités déjà? Oh, ben non, c'est la même chose. Le pot à pot, vous le faites c'est la position kangourou. C'est le pot à pot direct sur la peau de la mère. C'est simplement une façon de parler. Vous savez que D'accord. c'est des histoires de sémantique. Moi, je trouve pas ça très intéressant. C'est-à-dire que pour moi, quand on me parle de pot à pot, qu'on me montre un bébé en position kangourou, j'appelle ça position kangourou. La position kangourou, c'est vertical sur la peau de la maman ou du papa qui peut participer ou d'une autre personne. Hein. C'est très important d'aider la mère. Hein. Même en Colombie, c'est 24 heures sur 24. Quand elle sort à la maison, il faut de l'aide. Vous pouvez pas faire ça tout le temps. Donc, c'est vertical. Et puis, on lui bouge la tête régulièrement après chaque tétée pour qu'il n'y ait pas de torticolis. Il a une position un peu comme une petite grenouille entre les seins de sa mère. Et il doit être en haut. Elle doit pouvoir lui donner sur la tête un petit baiser. Ça, c'est la meilleure mesure. Hein. S'il est plus bas, c'est qu'il est trop bas. Elle doit pouvoir, comme ça, te donner le baiser sur la tête. Nous, on utilise une bande de lycra. Mais je vais vous dire, ça, c'est le fruit de 10 ans de recherche. Mon Dieu.
On a essayé des milliers de supports, de trucs, de machins, etc. Mais tous demandaient à ce que la mère soit aidée. Et en fait, la mère, elle n'a pas forcément envie de quelqu'un qui défasse un nœud, quelqu'un qui... Avec ça, c'est les mères qui ont choisi ça. Donc on a des tailles, c'est 90% de coton et environ 10% de lycra. Ça se lave à la main. Et alors on met le bébé et ensuite on lui met ça jusque sur la tête et donc il est maintenu dans la position, mais en même temps c'est élastique comme dans le ventre de sa maman, hein. Il peut faire des petits mouvements, mais c'est pas fait pour que la maman aille danser du tout, hein. Je dirais, elle quand elle l'a, elle le tient quand même, elle le tient, mais ça maintient et elle peut dormir surtout. Quand elle est dans une unité néonatale, s'il y a un siège confortable, c'est parfait. S'il y a un lit, c'est encore mieux. Et s'il y a une chaise avec des bras, toujours avec des bras, parce qu'elle peut s'endormir, eh bien, ma foi, elle utilisera ça, mais si elle somnole, elle sait que son bébé ne va pas tomber par terre, hein. C'est très important. Donc en fait, la bande de lycra, si je comprends bien, parce que dans le podcast audio, on ne voit pas forcément notre échange, c'est une bande de lycra qui enserre la mère et son enfant pour maintenir l'enfant contre le thorax de la maman Voilà, ou du papa, ou de la ou du papa. grand-mère. C'est pareil, maman, papa? Alors écoutez, ce qu'on sait de la neurophysiologie, c'est que le cerveau de l'enfant, il grandit, il grossit avec les stimulations sensorielles. Donc quand vous avez un bébé, qui avait des stimulations sensorielles dans le ventre de sa maman, hein, et puis il est né trop tôt. Donc il est là, il est en dehors, eh bien, qu'est-ce qu'il a comme stimulation sensorielle ici? Il a la voix de sa maman, il a le bruit de son cœur, il l'entend de l'extérieur, il l'entendait à l'intérieur, il a l'odeur de la maman, il a le contact de la peau, il a, il a la stimulation proprioceptive avec la contention, il a la stimulation vestibulaire avec les mouvements qu'elle fait, la respiration. Donc en fait, il a la stimulation de tous les sens neurosensoriels de la maman. Donc si vous voulez, si vous cherchez à déstresser cet enfant, bah, c'est évidemment idéal, hein, c'est logique. Alors le papa, il y a quand même la voix, et puis il peut parfaitement s'habituer à son odeur, etc. Mais il y a la voix du papa qu'il connaît si le papa était présent, ce qui n'est pas toujours le cas quand il y a des prématurés, hein. Donc quand le papa est présent, donc nous on pousse beaucoup parce qu'on a dans une des recherches trouvé que quand le papa porte le bébé, eh bien, pendant l'année, il est plus présent, et c'est un pays machiste, hein, la Colombie. Il est plus présent, il achète des jouets plus en relation avec le développement de son bébé, ça jusqu'à l'année. Et on a montré qu'à 20 ans, il y avait plus de familles originales quand le papa avait porté et moins de divorces. C'est amusant. Moi, je pense que c'est à cause du travail. Vous comprenez, c'est un sacré travail de faire du kangourou. On partage un travail ensemble, mais il existe ce sentiment de culpabilité de la mère qui voit son bébé avec plein de tubes, du père aussi. C'est très dur pour eux. Donc le fait de pouvoir travailler pour sortir d'affaire leur bébé, eh ben, c'est quelque chose de très important et c'est pour ça qu'il y a moins de dépression postpartum. En kangourou. C'est Vous voyez, fascinant. je vous donne en même temps des résultats de recherche, mais il y a moins de dépression postpartum parce que la mère, il y en a une qui nous a dit une phrase super, qui est que le kangourou s'était passé de se préoccuper à s'occuper de son enfant. Et il y a un papa qui a eu le culot de nous dire que c'était mieux que des drogues antidépressives. Ça venait du cœur. Oui, Donc, c'était justement le but de ma prochaine question, Nathalie, parce que ça fait, je crois, près de 30 ans que vous étudiez scientifiquement cette méthode. Vous m'avez parlé d'un essai avec plus de 26 000 enfants. On a parlé des bienfaits de cette méthode, avec notamment un développement cérébral du petit, avec des bénéfices dans sa régulation thermique, dans les liens familiaux entre l'enfant, la maman et le papa, voire même entre le papa et la maman, du coup, avec un taux moindre de dépression postpartum. Est-ce que j'ai oublié des choses dans les nombreux bénéfices de cette méthode? oui, bah, le premier, alors,
quand les gens ont découvert la méthode kangourou, ça a surtout été les pays en voie de développement. Donc, quand vous montez, sauf les Suédois, ils sont venus tout de suite, les Anglais, les Hollandais aussi. Si vous montez du kangourou dans une unité néonatale, nous on l'a fait beaucoup, on a reçu 40 pays, 80 équipes qui sont entraînées. Si vous montez du kangourou dans une unité africaine où il n'y a pas de maintenance des incubateurs, ils fonctionnent pas bien, les enfants meurent d'hypothermie. Donc évidemment, quand vous montez le kangourou, votre mortalité, elle peut descendre de 30%, carrément, hein. Donc là, c'est un impact énorme. L'hypothermie du prématuré, elle est suivie d'hypoglycémie et il se détruit le cerveau et éventuellement il sera dénutri. Enfin bref, il y a que c'est terrible. Donc le kangourou apporte énormément parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de soins néonataux. Maintenant, quand vous faites du kangourou dans une unité néonatale de bonne qualité, probablement il y a aussi un impact sur la mortalité parce que comme l'enfant, il y a plusieurs choses qui jouent. Alors, il faut regarder comment ça agit sur la mère et comment ça agit sur l'enfant et comment ça agit sur la famille. Alors, sur l'enfant, vous avez une régulation thermique qui est impeccable sur la peau de la maman. Comme j'ai l'habitude de dire, même avec une coupure d'électricité, ça marche, hein. Donc, en situation comme l'Ukraine, par exemple, actuelle, bon ben, si vous avez des coupures d'électricité, il faut mettre les bébés en kangourou. Toutes les trucs d'urgence devraient intégrer le kangourou parce que c'est impeccable pour le prématuré, hein. Donc, et le petit poids de naissance. Donc, vous avez l'hypothermie, vous avez une chose importante, c'est que comme la mère le porte, elle produit du lait maternel. Et vous savez que l'intestin du prématuré, il est aussi immature et qu'on est tous d'accord dans le monde entier que ce qui est le mieux pour lui, c'est le lait de sa mère. Donc, il a donc le lait de sa maman puisqu'elle le porte, elle le stimule. Euh, vous avez une troisième chose qui est extrêmement importante, c'est que le personnel de santé est toujours effrayé et enseigne aux parents de se laver les mains, de faire très attention, comme s'ils étaient une source d'infection. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ils terrifient les parents sur l'infection, les parents, ils sont absolument terribles avec tout le personnel pour pas qu'ils touchent leur enfant s'ils ne se sont pas lavé les mains. Donc on a une baisse des infections intra-hospitalières, surtout que l'enfant sort avant. Donc, si vous voulez, du coup, il y a moins d'infections sévères. Donc, il sort avant de soins intensifs, hein, pour aller en soins intermédiaires ou minimum. Donc, vous avez aussi un effet sur l'infection. Il grossit mieux. On a montré qu'il grossit mieux pour chaque jour de kangourou. Il grossit mieux, il grossit plus vite, il sort avant. La maman a du lait, vous créez une relation mère-enfant précoce et solide, ça on l'a montré. Donc là, vous avez que des bénéfices, hein. Je veux dire, j'ai beau chercher, il n'y a pas. Ensuite, c'est des enfants qui vont répondre mieux aux signaux de la maman. La maman va à les interpréter aussi mieux. Donc c'est pour ça qu'il y a une meilleure relation. Vous mettez le papa là-dedans. Ben, les papas, d'habitude, ils participent pas à ces soins dans beaucoup de pays, hein. Euh, mais en fait, si vous arrivez à mettre le bébé sur le papa, vous avez gagné. Parce qu'ils nous disent que c'est une tendresse paternelle, que c'est quelque chose de très particulier. Euh, et ils aiment beaucoup ça. Donc, si vous voulez, c'est un des bénéfices, hein, énormes, la participation du papa pour aider à porter le bébé. D'accord. Ensuite, nous, ils sortent à la maison. Nous, les parents, ici en Colombie, ce qu'ils veulent, c'est porter le plus longtemps possible. Donc, attention, pour porter le bébé, il faut ouvrir les unités. Donc, il faut changer le chip. Les parents ne sont pas des visiteurs. Il n'y a pas d'horaire de visite pour les enfants. Donc, si vous voulez, ça aussi, c'est un très gros changement pour tout le personnel de santé. Hein, il faut arrêter de mettre des horaires de visite ou de penser aux parents comme des visiteurs. Les parents, c'est les parents. C'est leur bébé, c'est pas notre bébé. Hein, c'est le leur. Donc, vous mettez un intermédiaire et là, c'est pas toujours très accepté
en France et dans beaucoup d'autres pays où le sentiment est qu'on n'a pas envie d'avoir les parents tout le temps dans l'unité. Ben, c'est inadmissible. Je veux dire, c'est les parents de l'enfant, hein. Il faut les avoir tout le temps dans l'unité. Donc, c'est des grosses discussions toujours. Surtout quand nous, on a introduit les grands-parents, parce que les grands-parents, ils peuvent aider éventuellement. Mais je ne sais pas pourquoi, quelquefois, il y a des réactions. Oh non, pas la grand-mère. Mhm. La grand-mère, on pousse à la solidarité familiale parce que c'est beaucoup de travail. Donc, la solidarité familiale, c'est jamais négatif, hein, parce que les gens se respectent parce qu'ils voient le travail que c'est de porter l'enfant, de s'en occuper, de l'allaiter, etc. Donc, les bénéfices, je crois que j'ai fait un tour. Ah non, le sommeil plus profond. La qualité du sommeil qu'il n'a jamais dans un incubateur, même si maintenant on met des couvertures, on essaye de pas faire de bruit, etc. La qualité du sommeil que l'enfant a quand il est en position kangourou, ça a été enregistré avec des études randomisées, etc. Et ça montre qu'il y a un sommeil qui est de meilleure qualité en position kangourou. Ça va avec un petit peu ce que je vous ai dit, toute la stimulation neurosensorielle, je pense. Hein. Très bien, OK. Dites-moi Nathalie, quelle place peut avoir cette méthode kangourou dans la pratique des médecins généralistes? Si vous vous mettez à la place d'un médecin libéral, généraliste de ville, quelque part en France, est-ce que cette technique a une place dans son arsenal thérapeutique, dans sa boîte à outils? Ou alors est-ce que ça reste du domaine de la néonatologie, de l'hôpital? Ben non, justement, le problème, c'est de penser à ces prématurés jusqu'à leur sortie de l'hôpital. Non, 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 ils restent prématurés, enfin, ils restent ex-prématurés ou ex-petit poids de naissance. Et c'est probablement, vu qu'il n'y a plus de pédiatres, c'est les médecins généralistes qui vont les voir. Et ces enfants-là, j'ai pas parlé des effets à long terme, mais on a moins d'agressivité, moins de conduite hyperactive, on a eu moins de conduite déviante, on a une meilleure relation mère-enfant à 20 ans, on a des meilleurs volumes cérébraux et ça va avec la motricité fine, avec la mémoire et l'attention. Vraiment, je veux dire, ça devient plus éthique du tout de pas faire de kangourou. Alors, le médecin généraliste, il risque de voir tous ces enfants. D'abord, non seulement ceux qui ont été hospitalisés, mais ceux qui ne sont pas hospitalisés. Je prends un Mmh. 35 semaines de 2900 grammes, qui est bien. Il est mis au sein de sa mère, il n'y a aucun problème, tout se passe bien, elle va sortir à la maison, hein, et elle va pas avoir de formation kangourou. Nous, on lui fait une formation kangourou et elle vient au programme kangourou, on l'aide, surtout pour l'allaitement. Donc cet enfant-là, j'ai aussi oublié de dire une chose, c'est que le kangourou, ça dure jusqu'à environ 38 semaines quand il a 2500 grammes. Et c'est là où, effectivement, j'ai une base de données depuis 2001 qui a 70 000 enfants, mais j'ai sorti la sortie de la position kangourou. L'enfant commence à suer, à pousser sa mère, à pleurer, il veut plus rester. C'est 38 semaines et c'est 38 semaines et 2500 grammes. Donc, c'est pas la fin du monde non plus, le kangourou. Je veux dire, il faut pas exagérer. C'est pas jusqu'à, c'est un temps quand même limité. Donc, le médecin généraliste, lui, il va le recevoir sans kangourou, un 35 semaines. Il va pas faire d'hypothermie. Il va probablement pas faire d'hypoglycémie, mais il régule pas bien sa température, mais il le dit à personne. Et il va utiliser une partie, s'il est allaité par sa mère parce qu'elle a envie de l'allaiter, il va utiliser une partie de la nourriture pour faire de la chaleur. Hein, donc, il va faire de la chaleur jusqu'à environ 38 semaines. Donc, il va pas bien grossir. Donc, moi, ce que je demande à un 35, 34 semaines jusqu'à 37, c'est qu'il grossisse comme dans le ventre de sa mère, 15 grammes kilo jour. Et c'est ce qu'on regarde, nous, quand on fait du monitoring de ces enfants. Quand ils sortent, ils viennent tous les jours au début jusqu'à ce qu'on ait 15 grammes kilo jour et ensuite toutes les semaines jusqu'à 40 semaines. Ça, c'est du suivi kangourou proche et c'est très important parce que le médecin généraliste, comme le pédiatre d'ailleurs, quand il va voir qu'il ne prend pas beaucoup de poids et la maman, elle n'a pas été formée
On lui a dit de donner à manger toutes les 3 heures ou quand il se réveille, mais le prématuré, il se réveille pas. Nous, on le réveille toutes les 2 heures avec des petits baisers, hein, et toutes les 2 heures, on lui demande de manger. Et il mange, et après, ça devient naturel. Et quand il arrivera à terme, il mangera toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures. Mais avant, ça reste un prématuré. Donc cet enfant, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner qu'on va dire à la maman, votre lait est insuffisant. Elle va se sentir complètement mal. On va lui dire, faut le peser avant, après. Il faut que vous ayez une balance chez vous. Quelle horreur. C'est maximum une fois par jour, jamais avant, après les peser. Les tétés, parce qu'il va jamais prendre la même chose. Donc on fait pas ça. Et il va gagner du lait artificiel. Et probablement l'alimentation maternelle va être un échec, et c'est senti comme un échec pour la maman. C'est injuste, c'est complètement injuste. Alors que si on le mettait en kangourou, en expliquant à la maman que l'idéal, ça serait le plus longtemps possible, entre elle, le papa, la grand-mère, quelques semaines, 3 semaines, c'est rien. Mais il faut l'immobiliser bien. J'insiste parce que Avec la fameuse bande velcro. oui, il faut qu'il soit bien immobilisé. Donc, il faut faire le kangourou. Nous, on surlève un tout petit peu les pieds du lit, hein, pour que ça soit une position comme ça, une position 15 degrés, de telle manière que s'il a des régurgitations, ça va pas aller derrière. Donc, le bébé est ici, en position kangourou, et elle lui donne à manger toutes les 2 heures. Alors elle le réveille en lui donnant plein de petits baisers et tout, et il va manger et il va commencer à grossir correctement. Et quand il arrive vers 38-39 semaines, il est à terme, il va demander à sortir de la position, mais elle aura réussi son allaitement et ça sera un beau bébé qui sera au sein. Donc, si vous voulez, je pense que qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a des livres en français dans notre page internet. On a une page internet qui s'appelle fondationkangourou.org. www.fundacionkangourou en espagnol.org. Donc c'est FUNDACIO. Je vais le mettre dans les notes. Et alors ça arrive sur on n'est pas très bon, hein, ça arrive, on n'a pas fait très attention, sur un truc en espagnol. Il suffit de descendre un tout petit peu et ça s'appelle un portail de formation. Et là, il y a un drapeau français. Et quand on fait clic sur le drapeau français, on est amené alors là, il y a des livres sur la méthode kangourou, sur la position, sur la nutrition, sur la sortie à la maison, sur tout ce que vous voulez. Je pense que la partie scientifique n'est pas à jour, il faudrait qu'on la mette à jour, mais tout le reste, ça reste bien. Et là, il y a vraiment tout le matériel qui est nécessaire. Pour la bande de l'ICRA, je sais qu'elle est distribuée par une association très bien française, SOS Préma, qui est les parents des enfants prématurés français. Ils sont très bien, très rigoureux, et je crois qu'ils distribuent une bande de l'ICRA. Je ne fais pas de business, hein, mais je sais que avec eux, on peut l'avoir. Et qu'est-ce que je vous dirais d'autre? Je pense que le médecin généraliste, alors, il doit regarder le bébé comme un bébé prématuré ou petit pois, et il faut le suivre un petit peu, au moins toutes les semaines, jusqu'à ce qu'il ait 40 semaines. Quand il a 40 semaines, il est à terme, mais c'est pas normal de naître de 2200 grammes, c'est pas normal de naître très prématuré, ou moyen, ou quasi à terme. Je pense qu'il doit inclure dans le suivi, nous, on inclut, comme pédiatre, on fait un screening neurologique et de développement psychomoteur. On fait le neurologique à 40 semaines, on fait le test d'Amiel-Tisson, et ensuite on fait à 3, 6, 9, 12 au moins des screenings neurologiques. Ça peut s'apprendre, ça prend 10 minutes, mais c'est très important. Et on fait des développements psychomoteurs, ça c'est les psychologues qui font ça, c'est souvent multidisciplinaire. Donc il peut très bien l'envoyer se faire examiner. On fait ça à 6 mois et à 12 mois, et on donne aux mamans du travail pour stimuler leur enfant s'il y a quoi que ce soit qui est en arrière.
Il y a une autre chose qui est très fréquente chez le prématuré, c'est les problèmes de réfraction. Donc la myopie est plus fréquente. Et si vous avez un enfant de 6 mois avec une myopie, soyez sûr qu'il va avoir un pseudo retard du développement parce qu'il va pas se lancer à ramper parce qu'il voit trouble. Donc nous à 3 mois, on évalue à 3 mois, on évalue les troubles de réfraction et il y en a quand même quelques-uns qui se gagnent des lunettes. Et on fait complètement l'audition aussi, les problèmes d'audition entre 40 semaines et 2 mois. Ça, c'est le minimum qu'on doit faire pour ces bébés. Tous, y compris ceux de 35 et 36 semaines, tous ont droit à ça. Donc, le médecin généraliste, il le trouvera dans nos documents, parce que nous, on fait ça à tous ces bébés qu'on reçoit. Et on trouve des choses. On trouve des choses. Hein. Et puis l'examen ophtalmo, il a souvent eu le fond d'œil à l'hôpital parce qu'il a reçu de l'oxygène. Hein, c'est le screening pour la rétinopathie du prématuré, parce que l'oxygène peut décoller la rétine, mais il n'aura pas de réfraction à 3 mois. Hein. Nous, on le fait systématiquement et on trouve des myopies. Très bien, très bien. Nathalie, vous avez répondu en avance aux questions que je voulais vous poser, donc c'est parfait, ça m'a l'air très complet. L'épisode va arriver à sa fin. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose qu'on aurait oublié d'aborder dans cet épisode sur la méthode kangourou? Écoutez, en France, je sens on a toujours envie de donner un nom propre aux choses qu'on fait. Alors, les soins mère kangourou, ça me semble très bien. Hein, c'est la traduction de ce qu'a demandé l'OMS, Kangourou Mother Care, c'est soins mère kangourou. Et les Espagnols l'ont appelé aussi soins mère kangourou. Donc, je pense que on pourrait tous se mettre d'accord parce que c'est assez parlant pour les gens. Et ça contient non seulement la position kangourou, le pot à pot, mais aussi l'allaitement. C'est tellement important le lait maternel pour cet enfant. Il faut quand même se rappeler qu'avant, on avait des complications dans les unités, les entérocolites. Hein, c'était terrible ce truc. Ça tuait ces enfants prématurés. Ça n'existe plus avec le lait maternel. Hein. Donner du colostrum dès la naissance et du lait maternel, c'est simplement faire disparaître l'entérocolite, presque. Hein. Donc, je veux dire par là que le lait de sa propre mère est différent. Il a une composition différente de prématuré, avec plus de protéines, plus de sodium, plus de tout. La nature n'a pas fait forcément les choses mal. Donc, il faut expliquer aux parents. Et puis surtout, le grand concept, il faut avoir confiance dans les parents. Si vous voulez, nous, on se demande pas s'ils peuvent être parents, c'est les parents. Hein. Donc, on les forme pour qu'ils soient les meilleurs. Et c'est évident que c'est les meilleurs. Donc, le médecin généraliste, il aura toujours l'appui des parents. S'il leur explique que c'est quelques semaines et qu'il va bien mieux grossir et que son cerveau va bien mieux grossir pour chaque jour de kangourou, je ne pense pas que les parents résisteront. Fantastique, je crois que c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup Nathalie et à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!